Et si je te disais qu'on peut changer la décision de quelqu'un, sans même toucher aux faits? C'est-à-dire sans mentir. Exactement. Pas en mentant, pas en trichant, juste en changeant la manière de présenter les choses. Ah, ça ressemble à un tour de magie. Ça sonne un peu comme un super pouvoir, non? Eh bien, c'est complètement au cœur de la source qu'on explore aujourd'hui. Le titre est assez évocateur, le côté obscur de la négociation, manipulation ou influence. Rien que ça met l'ambiance. Carrément. Et ce texte nous plonge dans ce concept, l'effet de cadrage. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ce mécanisme, De voir comment ça fonctionne concrètement. oui, à travers une expérience hyper célèbre, et de comprendre comment ça peut devenir un outil, voire une arme en négociation. Bon, alors allons-y. Creusons un peu ça. Alors, la source, elle nous met direct dans le bain. Il y a une phrase qui résume tout. Laquelle? Tu peux faire changer la décision de quelqu'un sans changer les faits, juste en modifiant la façon dont tu les présentes. C'est direct, presque brutal. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une astuce de vendeur, comme tu dis, c'est un vrai principe scientifique. C'est documenté, c'est ça. Absolument. On doit cette découverte à deux psychologues qui ont vraiment changé la donne, Amos Tversky et Daniel Kahneman. Ça date du début des années 80. Et avant eux, on pensait quoi? Bah, avant eux, la vision dominante, c'était celle de l'homo economicus, l'idée qu'on est des êtres super rationnels. Des sortes de machines à calculer qui pèsent le pour et le contre de façon purement logique. Exactement, une sorte de monsieur Spock. Et Tversky et Kahneman sont arrivés et ont dit « Attendez, pas vraiment. Ça a dû faire l'effet d'une bombe. Une petite bombe, oui. » Leur article de 1981 dans la revue Science, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, il a montré qu'on est tout sauf des machines. Le cadre dans lequel on nous présente une info, les mots choisis, la perspective, tout ça influence notre jugement de façon massive. Et souvent complètement irrationnel. Voilà, ils ont identifié ça comme un biais cognitif fondamental. C'est comme un petit bug dans notre logiciel mental qui oriente nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Et pour le prouver, ils ont mis au point une expérience qui est devenue mythique. Une référence absolue, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors raconte. Ils ont imaginé un scénario, c'est ça? Oui, un scénario assez angoissant pour bien marquer les esprits. Imaginons, une maladie rare s'apprête à frapper une communauté de 600 personnes. D'accord. Et sans intervention, tout le monde meurt. La situation de crise absolue. Voilà. Et on propose aux participants de choisir entre deux programmes pour combattre cette maladie. Ok, le décor est planté. Comment ils ont présenté les choix? Alors, pour le premier groupe de participants, ils ont utilisé ce qu'on appelle un cadrage positif. C'est-à-dire que tout est formulé en termes de vies qui seront sauvées. D'accord, c'est l'angle de l'espoir en quelque sorte. C'est ça. Voici les options. Option A, la voie de la certitude. 200 personnes seront sauvées. C'est net, c'est garanti, c'est un résultat concret, tangible. Exactement. Et puis il y a l'option B, la voie du risque, le pari. Le tu ou rien. C'est ça. Il y a une chance sur 3 de sauver les 600 personnes, mais 2 chances sur 3 de ne sauver personne. Donc, soit on sauve tout le monde, soit on ne sauve personne. Le gros lot ou le zéro pointé. Alors intuitivement, qu'est-ce que les gens ont choisi? Ben, le gain potentiel de sauver tout le monde est énorme, mais le risque aussi. J'imagine que la sécurité a primé. C'est exactement là que notre psychologie nous joue des tours. Une très large majorité des participants, environ 72%, a choisi l'option A, la sécurité. Ah oui, quand même. La certitude de sauver 200 vies l'emporte sur le pari, même si ce pari pourrait, potentiellement, aboutir à un bien meilleur résultat. Mais pourquoi cette frilosité? Pourquoi ne pas tenter le coup? Ça illustre un principe fondamental. Notre aversion au risque quand on parle de gain. C'est-à-dire? Face à la perspective d'un gain certain, comme sauver 200 vies, notre cerveau se met en mode sécurité avant tout. D'accord. L'idée de prendre un risque et de potentiellement finir avec un gain nul, donc de ne sauver personne, c'est perçu comme un échec inacceptable. C'est le fameux un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est tout à fait ça. La certitude, même si elle est plus petite que le gain potentiel, est extrêmement rassurante. Ok, c'est très clair. On préfère assurer un petit gain plutôt que de risquer de tout perdre. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. C'est ça le génie du truc. Exactement. C'est là que le tour de passe-passe psychologique a lieu. Tversky et Kahneman prennent un deuxième groupe de participants. Et il leur pose le même problème. Le même problème, et j'insiste, les chiffres, les probabilités, les conséquences, tout est mathématiquement identique. Sauf que... Sauf les mots. Cette fois, le cadrage est négatif. On ne parle plus de vie sauvée, on parle de mort. Ah, le simple changement de mot? Ça sent le piège, hein. Et quel piège!
Alors, l'option C, la version sûre, devient 400 personnes mourront. Ouch, c'est une certitude. Et l'option D, la version risquée, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que les 600 personnes meurent. C'est la même chose que l'option B, mais formulée différemment. Exactement. Alors, à ton avis, que se passe-t-il? Logiquement, on devrait avoir le même résultat, non? Logiquement, oui. 400 morts sur 600, c'est la même chose que 200 survivants. L'option C est identique à l'option A. Mais j'imagine que si on en parle, c'est que... C'est un renversement complet. Ah bon? Cette fois, 78% des participants choisissent l'option D, la solution risquée. Non. Si, ils rejettent la certitude et ils prennent le pari. Attends, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. C'est vertigineux? C'est le cœur de la découverte. Mathématiquement, sauver 200 personnes, c'est la même chose que d'en perdre 400 sur 600. Les faits sont rigoureusement identiques. Et pourtant, la décision du groupe s'inverse nettement. Juste à cause d'un mot. C'est fou, et ça met en lumière le deuxième moteur de nos décisions. Face à une perte, notre rapport au risque s'inverse totalement. Comment ça? La perspective d'une perte certaine, l'option C, 400 personnes mourront. C'est psychologiquement insupportable. C'est trop négatif. C'est tellement douloureux que notre cerveau change de stratégie. Il ne cherche plus la sécurité, il cherche à tout prix à éviter cette certitude horrible. Du coup, il prend des risques. On devient des preneurs de risques, on devient des joueurs en quelque sorte. C'est ça. Le pari de l'option D, qui était repoussant dans le premier scénario, devient soudainement attractif. Parce qu'il y a une lueur d'espoir. Exactement. Cette fameuse chance sur 3 que personne ne meurt. Pour échapper à la certitude de la perte, on est prêt à prendre un risque énorme. Donc, si on résume l'expérience, notre cerveau a deux modes. C'est une bonne façon de le voir. Mode gain, Oui, je suis prudente, je sécurise. Mode perte, je panique, je tente le tout pour le tout. et tout ça sans même qu'on s'en rende compte. C'est un réflexe. Le cadre gain active notre prudence. Le cadre perte active notre audace, notre côté joueur, voire notre témérité. Et c'est là qu'on revient au cœur de notre source, sur la négociation. Oui, car ce qui est une découverte fascinante en laboratoire devient, comme le dit le texte, un outil puissant dans le monde réel. Alors, comment ça s'applique concrètement? La source est très claire, elle donne deux stratégies. Le cadrage du gain et celui de la perte. Commençons par le gain. Le texte dit « Si tu présentes une offre en mettant en avant ce qui peut être gagné, tu rassures ». C'est la stratégie de la main tendue. Oui. Imaginons une négociation salariale. Le manager pourrait dire « En acceptant cette offre, vous sécurisez immédiatement une augmentation de 3 000 € par an. Et là, il active le premier mécanisme qu'on a vu. » L'aversion au risque. Exactement. L'interlocuteur entend gain certain. Son cerveau se met en mode sécurité. La certitude de ces 3 000 € devient soudain très attractive. Et du coup, il sera moins enclin à refuser pour tenter d'obtenir 5 000. Parce qu'il risquerait de tout perdre. On le guide en douceur vers l'acceptation. On transforme l'offre en un refuge, un port sûr. On le met dans un état d'esprit où accepter semble la chose la plus logique et la moins dangereuse à faire. C'est ça. Le négociateur ne ment pas, il ne fait que choisir l'angle de présentation le plus rassurant. Ça me fait penser à la pub. Ah mais c'est partout dans la pub. Un yaourt 90% sans matière grasse. Se vendra toujours mieux que le même yaourt étiqueté contient 10% de matière grasse. C'est exactement ça. Le premier, c'est un gain pour la santé, un produit léger. Le second, c'est une perte, une concession, même si c'est la même chose. Et ça nous amène à l'autre stratégie, celle qui est plus délicate. Oui, l'autre face de la pièce, celle que la source qualifie de côté obscur. Le cadrage de la perte. Là, on change complètement de registre. La phrase du texte est « Si tu insistes sur ce qui peut être perdu, tu fais peur ». La stratégie est inverse. Le but n'est plus de rassurer, mais d'inquiéter. Le négociateur veut peut-être forcer un compromis ou pousser l'autre à accepter un truc qu'il refuserait normalement. Et donc, il va formuler la situation en termes de perte. Voilà, par exemple dans une négociation commerciale. Si nous ne trouvons pas d'accord aujourd'hui, il est certain que votre entreprise perdra son plus gros client. Ouch, c'est direct. Et là, on déclenche le second mécanisme de l'expérience. Précisément, l'interlocuteur est confronté à une perte annoncée comme certaine et terrifiante. Son cerveau bascule immédiatement en mode prise de risque pour éviter la perte. La peur devient le moteur. C'est ça. Et pour échapper à cette catastrophe, il pourrait être poussé à accepter des conditions bien moins favorables, à faire une concession majeure qu'il n'aurait jamais envisagée autrement. Il ne réfléchit plus à optimiser son gain, mais à limiter la casse. On n'est plus dans la persuasion douce, on est dans la pression psychologique.
Et c'est là qu'on touche à la question centrale posée par le titre de la source T. Manipulation ou influence. La ligne est incroyablement fine. Présenter son offre sous son meilleur jour, en cadrage de gain, on peut dire que c'est de l'influence, non? De la bonne communication. Oui, on peut le voir comme ça, c'est l'art de convaincre. Mais utiliser délibérément la peur de la perte pour contraindre l'autre. Là, on bascule potentiellement dans la manipulation. On n'exploite plus la logique de l'autre, on exploite ses biais cognitifs, ses peurs primaires. L'intention n'est plus la même. L'intention devient cruciale, oui. On ne cherche plus un accord mutuellement bénéfique, on cherche à forcer la main de l'autre en le mettant dans un état de panique psychologique. C'est clair que la connaissance de ce mécanisme donne une sacrée responsabilité. Totalement. Alors, pour récapituler avant de conclure. Point 1. Le cadre, gain ou perte, peut radicalement changer une décision, même si les faits sont identiques. C'est la base. Point 2. L'expérience de Tversky et Kahneman le prouve, on est prudent face aux gains et audacieux face aux pertes. Nos deux modes de fonctionnement. Et point 3. En négociation, c'est un outil à double tranchant, pour rassurer ou pour effrayer. Et il faut bien réaliser que ce n'est pas confiné aux salles de réunion. C'est partout, tout le temps. On a parlé de la pub, mais en politique aussi, c'est énorme. Ah, en politique, c'est un cas d'école. Un candidat va présenter sa réforme en disant « Mon plan va créer 200 000 emplois. Cadrage de gain. » Et son opposant va dire quoi? Il va attaquer la même réforme en disant « Ce plan va mettre en danger 400 000 emplois existants. Cadrage de perte. » Et la réaction émotionnelle de l'électorat sera aux antipodes. Alors que les projections économiques sont peut-être les mêmes au fond. Et même dans des décisions très personnelles, comme la santé. Ah oui, un médecin qui présente une opération, Exactement. S'il dit cette opération a 90% de chances de succès, c'est un cadrage de gain. C'est rassurant, ça incite à l'acceptation. et s'il dit S'il dit cette opération a 10% de risque d'échec, il utilise un cadrage de perte. C'est angoissant, ça peut pousser au refus. Pourtant, c'est la même statistique. c'est fou. Au fond, tout ça nous ramène à une chose simple. On n'est pas des ordinateurs. On réagit à une histoire, à une émotion. La façon dont on nous présente les choses compte finalement autant, si ce n'est plus, que les chiffres eux-mêmes. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour continuer à réfléchir. Oui, une question qui découle directement du titre de la source. Cette dualité, Mhm. manipulation ou influence, Où est-ce qu'on place la frontière? c'est la vraie question. Maintenant qu'on sait que ce mécanisme existe et qu'il est si puissant, est-ce qu'un bon communicant qui, instinctivement ou non, choisit toujours le cadre le plus positif, est déjà en train de manipuler? Ou est-ce que la manipulation commence seulement quand l'intention est de nuire ou d'exploiter la peur? Voilà. Est-ce que la ligne est définie par l'intention de celui qui parle ou par l'impact que ça a sur celui qui écoute? La réponse n'est pas simple. Et elle nous laisse face à la responsabilité immense qui accompagne la connaissance de ces leviers psychologiques.